Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu à notre nouvelle rencontre. Je vous remercie, je profite de cette occasion pour vous remercier pour votre soutien, votre considération, vos mots de valorisation de notre travail modeste pour soutenir les médias alternatifs. Je vous appelle à soutenir, à continuer à soutenir, à liker, à adhérer à notre chaîne pour trouver l'information alternative. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre cher ami Sébastien Chazot. Sébastien Chazot, c'est un historien suisse et chercheur en sciences politiques. Il a publié de nombreux articles sur l'extrême droite suisse et il travaille en ce moment sur l'influence de l'industrie de défense états-unienne sur les médias européens. Un sujet piégé, risqué, et on peut résumer ça. Merci infiniment, Sébastien, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, c'est un sujet assez compliqué. On verra où il va nous mener. Oui, l'industrie des armes, tout dirige tout presque, hein, dirige tout, dirige la géostratégie, la diplomatie internationale et même parfois la politique interne en Europe ou ailleurs. Euh, J'aimerais bien parler avec toi du sommet de conférence internationale de paix qui a été organisé en Suisse depuis 2 semaines. Comment vous l'avez trouvé? Quelle est ton lecture? Je m'excuse parfois. Quelle est ton lecture pour cette conférence de paix? Eh bien, je dois dire que déjà avant le sommet, j'avais eu l'occasion d'exprimer mes doutes publiquement par rapport à cet événement et je dois dire que le résultat n'a fait que conforter ma vision des choses. Je pense qu'il y avait de très fortes raisons de douter que de ce sommet ne permette de grandes avancées pour la paix. Un premier point qui posait problème, c'est que la Suisse, donc le lieu où ce sommet a été organisé, est considéré comme non amical par la Russie en raison des sanctions qui ont été suivies très rapidement par la Suisse. Bien entendu, on se doute que c'est sous pression états-unienne et européenne que la Suisse s'est positionnée ainsi, mais toujours est-il que le résultat est là. Autrement dit, l'idée, c'était de faire un sommet chez un soutien de l'un des deux belligérants et qui plus est, sans inviter l'autre. Et l'autre point qui pose problème, c'est que faut pas oublier que l'idée est venue de Volodymyr Zelensky et que celui-ci refuse de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine est en place. Donc on voit bien qu'avec de telles positions, euh, en fait, on comprend mal comment il était possible d'imaginer que ce sommet allait permettre d'avancer vers la paix, donc dans ce format. D'ailleurs, on a vu que aucun grand acteur du Sud global n'a pris ce sommet au sérieux et au fond, c'est tout ce qui est plus logique. Et on peut aussi relever que les autorités suisses, au fur et à mesure que le sommet approchait, n'ont cessé de prendre des précautions oratoires toujours plus fortes par rapport aux attentes que l'on pouvait avoir avec ce sommet. Donc, maintenant que le sommet est terminé, la question qu'on peut se poser pour rester au niveau local, c'est quels sont les dégâts pour l'image de la Suisse. J'ai quand même vu quelques voix critiques dans des grands médias suisses, par exemple à travers des éditoriaux, mais dans l'ensemble, on a plutôt, me semble-t-il, pratiqué la méthode Coué en relevant, par exemple, que le sommet avait été bien organisé, mais personnellement, je trouve que c'est un peu léger comme résultat par rapport aux efforts qui ont été déployés. Et donc, le seul résultat concret, en réalité, c'est qu'on a reparlé de la Suisse après un long silence, donc au niveau de la diplomatie internationale, mais ce silence était assez logique parce que
Là où la Suisse peut avoir un rôle important à jouer, c'est comme intervenant neutre, donc comme pont, comme lien entre les belligérants. Et dans le cas de la Russie et d'Ukraine, ce n'est plus possible. Eh bien, pourquoi, d'après toi, comment tu peux nous expliquer les dérives au niveau de la diplomatie suisse? La diplomatie suisse est devenue un instrument entre les mains des Américains, d'après plusieurs observateurs. Et comment aussi tu peux nous expliquer le déclin et la perte de la neutralité suisse? C'est quelque chose d'historique, hein, en Suisse. Oui, je pense effectivement que c'est vraiment le nœud du problème par rapport à la Suisse. Et c'est vraiment problématique parce que la Suisse, on le voit ici dans l'affaire de la Russie et d'Ukraine, euh, même lorsqu'elle suit les sanctions qui ont été décidées par d'autres, elle arrive toutefois pas à satisfaire, elle arrive même pas à satisfaire l'un des camps parce que on lui a reproché dans cette affaire de ne pas appliquer les sanctions avec zèle. Pour prendre un exemple récent, enfin, il y a plusieurs ONG qui ont fait des remarques, mais pour prendre un exemple récent, il y a l'organisation Public Eye, que les gens connaissent peut-être mieux sous son ancien nom, la déclaration de Berne, qui, alors j'ai noté la date, c'était le 13 juin, donc c'est vraiment tout récent, a encore estimé que le pays, donc que la Suisse, n'appliquait pas les sanctions contre la Russie, enfin qu'elle les appliquait de façon lacunaire et incohérente, pour les citer. Donc il trouve qu'il faudrait y aller plus fort. Et sinon, comme autre type de critique, eh bien, il y a celle d'autres États comme les États-Unis, qui s'en sont pris à la Suisse également, notamment via leur ambassadeur à Berne, qui a reproché à la Suisse de ne pas avoir bloqué assez d'avoirs russes. Il y a également les ambassadeurs des membres du G7 qui ont formulé des critiques similaires. Et cette intervention des États-Unis, elle ne s'arrête pas là, puisque récemment j'ai lu, alors je cite la Tribune de Genève, l'Office of Foreign Asset Control dispose de hunting teams qui partent à la chasse contre la fraude. Les équipes se rendent régulièrement à Berne et rencontrent le personnel du SECO et de la FINMA. Leurs cibles sont les avoirs de personnes sanctionnées par les États-Unis, mais pas par la Suisse, ainsi que leurs familles. Alors cet office, c'est une agence du département du Trésor américain et son travail, c'est d'appliquer les sanctions économiques euh, qui ont été édictées contre la Russie, la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, etc. Et on le comprend bien dans cet extrait, cette organisation surveille l'application des sanctions des États-Unis hors des frontières des États-Unis. Donc on voit que la Suisse, dans cette histoire, a, a les mains liées. Après, la neutralité, c'est un sujet dont on peut parler très longtemps parce que si vraiment on s'en tient à la Constitution, au droit de la neutralité, on peut dire, d'ailleurs certains utilisent cet argument, ils disent que la Suisse respecte ses obligations vis-à-vis de ça, puisque pour respecter le droit de la neutralité, tout ce qu'elle a à faire, c'est ne pas participer militairement au conflit, à garantir l'égalité du traitement des belligérants en ce qui concerne l'exploitation du matériel de guerre. D'ailleurs, c'est un sujet vers lequel on va revenir, je pense, à ne pas fournir de mercenaires et à ne pas mettre son territoire à disposition. Donc, pour l'instant, on peut dire que la Suisse respecte tout ça. Et on peut dire aussi que oui, il y a une dérive et je vais y revenir, mais c'est pas la première fois, peut-être qu'on a tendance à l'oublier, c'est pas la première fois que la Suisse participe à des sanctions économiques ou financières contre d'autres États. Elle a suivi des sanctions contre l'Irak, contre la Libye, contre Haïti ou encore contre la Yougoslavie. Et c'est quelque chose que tout le monde peut aller voir. C'est sur le site de la Confédération avec les sanctions présentes et passées. Donc ça constitue pas une nouveauté. Toutefois, à mon avis, il y a de fortes possibilités pour que la situation se dégrade encore. Par exemple, avec des collaborations qui sont faites avec l'OTAN et qui s'intensifient. Ça existait déjà, hein. Pour les personnes qui connaissent, il y a le partenariat pour la paix, qui est un instrument de coopération entre l'OTAN et des partenaires comme la Suisse, donc les pays qui sont hors de l'OTAN. Il y a le Conseil de partenariat euro-atlantique
Et donc, il y a des exercices en commun qui sont faits. Et l'idée, c'est d'améliorer l'interopérabilité entre les forces armées suisses et celles de l'OTAN. Et d'ailleurs, il faut relever que tout récemment, le 13 juin, une majorité du Conseil national a estimé que l'armée suisse collabore trop souvent avec l'OTAN, donc qu'il y a une dérive qui est relevée. Donc il y a une motion qui a été faite pour dénoncer ça et qui a été votée par 118 voix contre 69. Donc ceux qui ont voté pour, c'est l'UDC, mais aussi des socialistes et des Verts. Donc c'est plutôt le centre qui, qui estimait que ça ne posait pas de problème. J'observe aussi qu'il y a des politiciens suisses qui militent pour que les règles en matière de livraison d'armes, c'est quelque chose qui fait partie du droit de la neutralité, soient assouplies. Donc eux, ils voudraient que la Suisse puisse faire livrer des armes, notamment dans cette question de la Russie et de l'Ukraine. Et puis pour prendre un dernier exemple très très récent, c'est le projet d'ouverture du bureau de liaison de l'OTAN à Genève. Il y a eu un article il y a quelques jours dans le Courrier qui dit que la manœuvre, c'est-à-dire d'ouvrir ce bureau de l'OTAN à Genève, donc en Suisse, la manœuvre se serait faite en haut lieu, sans consulter ni les autorités cantonales, ni les autorités municipales concernées par cette installation. Donc on voit bien ces différents exemples qui montrent qu'on est une voie qui va mener la Suisse dans une position où elle n'aura plus le moindre rôle constructif à jouer en matière de paix, c'est-à-dire un simple pays d'Europe occidentale aligné sur l'Occident collectif, malheureusement. J'aimerais bien terminer avec toi, Sébastien, concernant le traitement médiatique des médias suisses, concernant les actualités internationales. Les médias suisses sont accusés par la superficialité, un traitement superficiel, aligné, impartiel, et en plus de ça, calqué. On dit souvent que les médias suisses prennent les informations des médias français, sans analyse, sans recherche, sans rien du tout. Sans parler aussi de censure des informations, par exemple, concernant Gaza, concernant la Russie, etc. Comment tu vois ce traitement médiatique? Alors pour les médias français, enfin pour l'alignement sur les médias français, je ne sais pas. C'est vrai que sur les questions de politique internationale, il y a aussi beaucoup de grands médias qui ont tendance tout simplement à reprendre des agences de presse, et c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup dans l'univers occidental, donc c'est vrai que ça réduit un peu la marge de manœuvre. Mais c'est vrai que je me suis posé la question comme simple lecteur en ayant simplement l'intuition que le traitement des conflits internationaux n'était pas très bien traité par disons les grands médias suisses, les grands médias romans. Et puis après, j'ai tendu un peu ça. Et en étudiant les sources qui étaient mobilisées, par exemple, quand on a un article qui parle d'un sujet international et puis qu'on dit comme l'explique tel expert, euh, donc je me suis mis à étudier ces sources, à regarder qui était interrogé pour nous expliquer ce type de questions. Et ça m'a mené très souvent sur des centres de recherche ou ce qu'on appelle des think tanks. Et en étudiant les rapports financiers de ceux-ci et aussi d'autres sources à leur sujet, j'ai été impressionné par la présence très marquée de l'industrie états-unienne de défense parmi les donateurs. Donc c'est ça qui m'a mené à mon sujet de recherche actuelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par industrie états-unienne de défense? C'est un ensemble d'entreprises qui fabriquent des armes, des munitions, enfin ce type de produit. Et ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que les noms de ces grandes entreprises sont peut-être pas très connus du grand public. Évidemment, ceux qui connaissent nous diront si je connais, mais je pense que de façon générale, on connaît mieux ce qu'ils fabriquent que le nom des compagnies elles-mêmes. Par exemple, pour citer les plus grosses, il y a Lockheed Martin, RTX ou Northrop Grumman, et ils fabriquent des produits tels que les F-16, les F-35, les Patriots. Donc ça, c'est le genre de choses que je pense les gens connaissent plus que les noms des entreprises. Et pour donner une idée de la taille que ça représente, il y a un classement qui est fait des 100 plus grandes entreprises de défense du monde. Et parmi ces 100 entreprises, il y en a une quarantaine qui sont états-uniennes. Ça donne une idée de l'importance qu'a cette industrie là-bas
et dans le monde entier. Alors, constater ça m'a mené aux questions suivantes. C'est quelle est la place de cette industrie de défense états-unienne dans notre sphère médiatique, c'est-à-dire en Europe, parce que évidemment la Suisse n'est pas le seul pays concerné. Et ensuite, en quoi l'opinion publique est-elle influencée? Et j'ai commencé par les médias romans, par exemple par la RTS, qui est la chaîne publique suisse et de laquelle on peut attendre une certaine neutralité, que devrait-elle celle de notre pays d'ailleurs. Et par exemple, pour parler des États-Unis, de leur relation avec l'Europe, il y a un monsieur qui est invité qui s'appelle Jeff Lightfoot, et on nous le présente comme un chercheur d'obédience républicaine. Républicaine ou démocrate, personnellement, ça m'intéresse pas beaucoup, mais par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce monsieur travaille pour l'Atlantic Council, qui est un think tank, donc états-unien, et qui est financé en partie par Lockheed Martin. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grosse entreprise mondiale dans le domaine de la défense et c'est aux États-Unis. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant et c'est pas dit dans les médias lorsqu'ils interviewent ce monsieur. D'ailleurs, il n'est pas seul parce que c'est un très gros think tank et j'ai vu qu'il y avait par exemple monsieur Benjamin Haddad qui avait été cité dans la RTS. Alors lui, il est extraordinaire parce qu'il maintenant il fait une carrière politique en France importante. Il a été directeur de ce think tank, donc l'Atlantic Council pour l'Europe, et il a aussi travaillé avec d'autres think tanks. Il a été chercheur à l'Hudson Institute. Alors c'est aussi un think tank qui est lié à l'industrie de défense états-unienne et qui fait aussi des rapports sur la Chine, par exemple, alors qu'il reçoit de l'argent de Taïwan. Ce monsieur est député Renaissance et c'est le mouvement de Macron. Et lui, lorsqu'on l'interviewe sur la RTS, on le présente comme un spécialiste de la politique américaine sans aller plus loin. Sur les questions plus militaires, il y a eu un expert sollicité et cité sur la RTS qui s'appelle George Barros. Alors lui, on le présente comme analyste à l'Institut américain d'études de la guerre. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ceux qui s'intéressent à ces questions peuvent aller regarder qui a fondé cet institut et je pense que ce sera assez parlant. Et lui, donc, on lui demande de commenter les affrontements entre soldats russes et ukrainiens, par exemple. Alors, il faut savoir que ce think tank, c'est un institut qui est pro-guerre et qui a collaboré avec RTX, donc c'est aussi une des grosses entreprises de défense états-uniennes. RTX sous son ancien nom, parce que cette compagnie a changé de nom récemment. Et aussi avec un autre gros qui est Northrop Grumman, ou encore avec Palantir. Les gens qui suivent beaucoup les actualités doivent connaître ce nom parce que c'est une entreprise qui fait des logiciels qui sont utilisés par des grandes agences de renseignement états-uniennes, par exemple la NSA. Euh, alors je pense qu'il ne faut pas que je fasse non plus de name dropping parce que pour être franc avec vous, si je citais euh, tous les experts de ce type qui ont été sollicités dans nos grands médias pour donner leur expertise sur les questions internationales. Il y aurait de quoi faire une encyclopédie, mais je vous prie de me croire si je vous dis que la liste est interminable. Alors attention, il y a rien d'illégal. Peut-être que ces gens, ils pensent que ce qu'ils font est bien et que, et qu'ils peuvent propager leurs idées. Mais ce qui est assez particulier, je trouve, et qui me pose problème, c'est la façon dont ils sont présentés dans les médias. C'est-à-dire qu'on dit simplement telle personne est experte dans tel domaine et on dit pas vraiment d'où il parle, pour qui il travaille. J'ai peut-être un dernier exemple. Je vais peut-être pas citer cette dame, mais il y a une dame qui est souvent citée par la RTS quand on parle des sanctions. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit, il y a une experte qui va parler des sanctions, je me dis, ah, c'est peut-être quelqu'un qui va les critiquer ou qui va parler des implications pour les populations civiles. Par exemple, quand on applique des sanctions à Cuba depuis des lustres ou au Venezuela. Et en fait, quand on lit le CV de cette dame, qui est jamais présentée sur la RTS, on voit qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, par exemple, avec l'administration Biden pour élaborer les sanctions. Et ça, on ne dit pas. Donc, je trouve que je ne dis pas que cette personne ne doit pas s'exprimer dans nos médias ou que son point de vue n'est pas intéressant, mais ce qui est vraiment problématique, c'est la façon dont on présente ces gens. Et je pense qu'après, avec une lecture rapide des médias, on ne se rend pas forcément compte de ce à quoi on a droit.
Donc, évidemment, j'invite pas les auditeurs à vérifier systématiquement le pédigré de toutes les personnes qui s'expriment dans dans nos grands médias, mais je les invite à prendre au moins les analyses qui sont présentées avec un minimum de méfiance et pas pour argent comptant. Merci infiniment, Sébastien. C'est clair, vraiment. Je te remercie pour ton travail, pour tes recherches objectives et minutieuses. Merci infiniment et bonne continuation. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. À bientôt. Tout l'honneur, ça a été pour nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.